Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du Management Café. Alors j'ai vérifié, on a commencé depuis 2015, donc on entame notre cinquième année de Management Café. Alors l'idée des Management Café, c'est d'adapter à la vie des affaires et à la recherche en gestion le principe des cafés philo. Et donc l'idée est que le public qui est en ligne aujourd'hui, enfin les participants qui sont en ligne aujourd'hui interviennent et interagissent avec nos invités du soir. Alors, avant de commencer, je dois rappeler que les Management Café sont une initiative du Centre Émile Bernheim, qui maintenant est rebaptisé Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, le CEBRIG à la place du CEB. Et ça, c'est pour souligner le caractère intrinsèquement pluridisciplinaire des travaux qui sont menés par les membres de l'équipe. Alors, au CEBRIG, maintenant, on a des gens comme Paul qui font de la stratégie, mais on a aussi des gens qui font de la finance, des gens qui font du marketing, comme Sandra, ou Carmela, que je vois en ligne, ou on a des gens qui font qui travaillent en ressources humaines, en organizational behavior, et même en histoire et en économie, c'est vous dire. Alors, tous ces gens-là travaillent, ils mènent des travaux comme n'importe quelle chercheuse et chercheur. Et il y a quelques années, ils ont éprouvé le besoin de partager ces travaux avec un public plus large. Et c'est comme ça qu'on a lancé les Management Café, avec l'idée qu'on devait tirer parti des spécificités de la recherche en gestion et en économie, et inviter non seulement des chercheurs et des chercheuses, mais aussi des praticiennes et des praticiens. Et c'est pour ça que Alain Deschambres, c'est à ce titre que Alain Deschambres est avec nous ce soir. Alors, avant de se lancer, je voudrais aussi remercier une fondation sans laquelle le Centre Émile Bernheim aurait des difficultés à fonctionner et grâce à laquelle il peut organiser les Management Cafés, c'est la fondation Bernheim qui nous soutient de façon structurelle depuis des années et qui nous soutient spécifiquement pour les Management Cafés. Alors la fondation Bernheim, elle a été créée par un homme d'affaires visionnaire qui s'appelait Émile Bernheim et qui, il y a très longtemps, a fondé le centre Bernheim avec l'idée d'encourager la recherche sur la vie des affaires, sur la gestion et sur les liens, et ça c'est important pour nous et c'est important pour le Management Café, entre la vie des entreprises et la société plus généralement. Et ça explique la diversité des thèmes qui sont traités au sein du Centre Émile Bernheim, désormais de recherche interdisciplinaire en gestion. Alors, ce soir, on va traiter de la créativité en temps de crise avec Alain Deschambres, qui est, bonsoir Alain, qui Bonsoir. est professeur à la faculté Polytechnique, mais qui est surtout là en sa qualité ce soir d'animateur du Fab Lab. Alors, il nous expliquera exactement en quoi ça consiste. Mais en tout cas, vous aurez peut-être entendu parler de l'action du Fab Lab de l'ULB au courant du confinement, quand miraculeusement, ils ont réussi à produire notamment des visières, à un moment où on en manquait cruellement dans les hôpitaux. Alors, on a aussi ce soir Paul Verdun, qui est membre du Centre Émile Bernheim et professeur en stratégie. Voilà. Et évidemment, il est professeur à la Solvay School of Economics and Management, dont dépend le Centre Émile Bernheim. Alors, je pense que vous ne serez pas étonnés si je dis que nous sommes en train de traverser une crise qui est quand même majeure depuis le mois de mars. D'un point de vue économique, c'est probablement la plus grosse crise qu'on va traverser, qu'on aura traversée depuis la Deuxième Guerre mondiale pour la Belgique. Et je pense que ces dimensions ne sont pas simplement économiques, il n'est pas nécessaire de développer longtemps pour vous en convaincre, j'espère. À côté de ce qu'on est en train de traverser, de ce qu'on risque de continuer à traverser, bien la crise financière de 2009 va passer probablement pour une péripétie et les crises pétrolières pour d'aimables plaisanteries. Alors, dans des circonstances comme ça où tout d'un coup le monde change de façon abrupte, la veille et le lendemain du 13 mars ont été très très différents, eh bien il faut trouver des solutions à toute une série de problèmes qui se posent. Et c'est peut-être le moment ou jamais de trouver des ressources qu'on n'avait pas encore employées et de faire preuve de créativité. D'où cette idée de poser la question ce soir du lien entre crise et créativité. Alors, on
nous sommes pas les seuls à nous poser la question. Et ce matin, je me suis rendu compte que pas plus tard que cette semaine, il y a un document de travail du National Bureau of Economic Research qui est sorti, qui est coécrit par 3 chercheurs et chercheuses, Tania Babida de la Columbia University, Filippo Mezzarotti de la Northwestern University et Asaf Bernstein de l'Université du Colorado à Boulder. Et ces 3 chercheurs se sont intéressés à l'innovation pendant et après la crise de 1929. Donc ça ne nous rajeunit pas tout à fait. Et ils se sont rendus compte que pendant la crise de 29, on a déposé moins de brevets, mais que paradoxalement, ces brevets qui ont été déposés pendant la crise de 29 devaient être plus créatifs que les brevets déposés en moyenne habituellement parce qu'ils ont été plus cités. Et ils ont aussi observé que les chercheurs s'étaient réalloués pendant cette crise entre différents secteurs pour s'adapter à la crise. Et donc, on voit là toute une réaction de l'innovation, donc c'est quand même une forme facilement observable de créativité lors de cette fameuse Grande Dépression. Enfin voilà, ça c'est pour 1929, on revient en 2020 et je propose eh bien maintenant de lancer le café. Je vais passer la parole à Alain Delchamps qui va nous expliquer comment il a participé et comment le Fab Lab a participé à la réaction au confinement et à la pénurie qu'on rencontrait. Et puis, je passerai ensuite la parole à Paul Verdin pour nous donner un éclairage, l'éclairage que peut donner la stratégie en la matière. Voilà, je me tais. Ok, bonsoir à tous. Nous parlerons d'abord donc du concret pour passer peut-être à plus de concepts. Alors, d'abord, comme on l'a précisé, je voudrais vous montrer ce que c'est un Fab Lab. Donc, un Fab Lab, c'est un espace collaboratif de prototypage, un lieu où on passe très rapidement de l'idée à un prototype fonctionnel. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Voilà, normalement, vous devriez voir les machines qui composent le Fab Lab. Et donc, ces machines sont essentiellement de 2 types. Vous avez sur la gauche ce qu'on appelle des imprimantes 3D. Donc, c'est la même chose qu'un concept d'imprimante en 2 dimensions, sauf que ça construit des objets tridimensionnels. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle une découpeuse laser. Donc, c'est un rayon laser qui va découper des matériaux. Et donc, la découpeuse laser permet de faire tout ce qui est support, maintien, boîtier, etc. Et l'autre, plutôt des pièces plus complexes. Donc, on se situe au Fab Lab de l'ULB, qui est sur le site des anciennes casernes d'Ixelles. Proche entre le campus de la VUB et de celui de l'ULB. Ah, est-ce qu'on dirait qu'il y a l'Intelchamp? Les Fab Labs, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est reparti. Ok. Donc, les Fab Labs, non seulement c'est un espace où on fabrique, mais c'est aussi un réseau. Et donc, c'est un réseau qui regroupe et donc, ça veut dire qu'au niveau conception, on peut partager très rapidement des modèles en mettant un problème donc, sur le net et en résolvant ce problème avec des milliers de concepteurs au niveau international. Alors, je vais maintenant me focaliser sur le projet qui nous a occupé pendant la crise, donc juste au début du lockdown. Donc, on est le 16 mars et on se rend compte que les hôpitaux commencent à manquer cruellement de masques, ces fameux masques FFP2
qui sont des masques en fait bidirectionnels, c'est-à-dire des masques qui protègent le personnel soignant et qui protègent aussi le patient du personnel soignant lui-même. Et donc, notre objectif était au départ de fabriquer ces masques FFP2. Donc, nous avons réuni une équipe d'environ 25 concepteurs de manière totalement virtuelle, donc en échangeant les données par Zoom, Teams et autres. Donc, notre objectif, c'était de fabriquer des masques FFP2, mais nous nous sommes très vite rendus compte que nous n'allons pas pouvoir atteindre cet objectif. Alors, pourquoi? C'est parce que, notamment, certains sites de tests se trouvaient à l'étranger et inaccessibles, et également ceux de Belgique étaient fermés. Alors, dans mon équipe à l'ULB, nous sommes habitués à travailler en collaboration avec les médecins, parce qu'on est un département d'ingénierie biomédicale. Et les médecins des hôpitaux Erasme, Saint-Pierre, etc., collaborent avec nous depuis de longues années. Et vous savez que l'hôpital Saint-Pierre était l'hôpital de référence pour le coronavirus. Et c'est là que le manque se faisait le plus cruellement sentir. Et donc, les médecins de Saint-Pierre sont venus au Fab Lab en nous disant il faut absolument qu'on trouve une solution. On n'a plus de masques, on a encore un stock de masques chirurgicaux qui est uniquement unidirectionnel, mais on doit être protégé des projections. Et donc, d'où l'idée de fabriquer ce qu'on appelle des surmasques, donc c'était des visières pour ces médecins. Alors, c'est engagé un peu une course contre la montre où on fabriquait un prototype le matin, les médecins venaient le prendre directement, ils avaient une réunion avec les différents services dans la journée et le soir, et ils nous ramenaient les modifications à faire. Et donc, à partir de ce moment, on a finalisé 3 designs de masques. Je vais essayer aussi de le partager. Voilà, donc vous voyez là les 3 types de masques que nous avons conçus. Ils avaient chacun un peu leur inconvénients. Vous voyez ici les masques portés par du personnel hospitalier. Je pense que c'est à l'hôpital. Donc ça, c'est la fabrication de ces supports par les imprimantes 3D. Et ça, des supports qui sont fabriqués par des coupes laser. Alors, une caractéristique du Fab Lab, c'est aussi de partager les modèles. Nous avons mis sur le site les modèles de manière à que ces modèles puissent être produits partout en Belgique, mais aussi dans le monde. Et donc, il y avait effectivement toute la méthodologie, non seulement pour produire les supports, mais aussi pour fabriquer les visières adaptées. Ok. Donc, grâce à le 22 mars, on a convergé vers ces 3 modèles. Et la semaine suivante, on a commencé la production. Alors, l'avantage d'un des modèles, c'était qu'il était imprimé en 3D. Alors, le problème, c'est que cette impression prenait assez bien de temps. Ça prenait une demi-heure par port de masque. L'avantage, c'est qu'on pouvait le un peu partout, du moment qu'un particulier avait une imprimante, il pouvait l'imprimer. Et grâce à ça, il y a quasiment une centaine d'imprimantes en parallèle qui tournaient en totalité de la journée, donc 24 heures sur 24 heures au Fab Lab chez des particuliers, etc. Et on a été capable de produire 500
600 sur masque par jour. Alors, ça ne Combien? suffisait pas encore. Combien? Parce que je n'ai pas compris. Vous étiez 500 à 600 masques par jour au tout début. Ça ne suffisait pas encore parce qu'on parvenait effectivement à remplir la demande des hôpitaux bruxellois, mais très vite, les hôpitaux du sud du pays et du nord sont venus aussi pour qu'on puisse leur fournir ce type de matériel. Alors, on a alors diversifié les sites de production, c'est-à-dire on s'est adressé à d'autres Fab Labs, certains étaient publics, dont par exemple l'expérimentarium de l'ULB, le Fab Lab Alain? certains ateliers de production privés aussi, et même des bureaux d'architectes qui ont produit effectivement des visières grâce à leur découpeuse laser. Donc là, on est passé à une production quotidienne de l'ordre de 1500 à 2000 visières par jour. Le problème, c'est qu'on faisait ça avec des machines de prototypage. Et les machines de prototypage ne sont pas faites pour la production. Et donc, très vite, elles se sont épuisées. Et donc, on a dû trouver d'autres solutions. Et donc, on est passé à une solution alors industrielle. Donc, on a développé un moule qui permettait de faire les montures de visières avec un industriel gantois. Et donc, il est parvenu à nous produire ce moule en 2 jours, alors que classiquement, il faut 6 semaines pour produire un moule à partir d'un premier prototype. Donc, en 2 jours, le moule était produit et la semaine suivante, nous étions passés à une production industrielle de plus de 3000 visières par jour. Donc, je dirais que en fin de campagne, donc à fin juin, nous avons cette production, nous avions produit 140 000 visières qui ont été écoulées dans essentiellement à 50%, 50-60% pour les hôpitaux bruxellois, mais aussi pour les hôpitaux wallons et flamands. Alors, au niveau de l'organisation du travail, donc vous voyez que au départ, 25 concepteurs ont travaillé en parallèle avec de Saint-Pierre. C'est passé. Ils ont produit d'autres dispositifs, notamment, je vais essayer de vous montrer tout ça ici. Ici, vous voyez les bénévoles qui produisent les visières elles-mêmes. Donc, les visières, il fallait soit faire des fentes dedans, soit faire des trous. Donc, ça, c'était les ateliers de fabrication. Nous avons travaillé avec plus de au Fab Lab, donc en 2 shifts, hein, de 9 heures de 8 heures à 12 heures et de 12 heures à 18 heures. Donc, c'est une production que nous avons eu l'occasion de faire. Donc là, les hôpitaux n'avaient plus de blouse pour se protéger. Donc, vous voyez qu'ils ont mis des tabliers en plastique qu'on appelle les tabliers de boucher. Et donc, nous avions des rouleaux qui venaient d'une entreprise de Jean Blou qui, classiquement, produit des sacs poubelles, mais qui, là, produisait des rouleaux pour que nous puissions fournir ces tabliers de protection au personnel hospitalier. Ici, nous avons aussi produit des blouses, donc à longue manche. D'ailleurs, le projet continue parce que nous avons continué avec un industriel de la région de Wavre à faire à concevoir une blouse réutilisée. Était produite en Chine.
Alors, est-ce que je suis... La connexion. Alors, produire, c'est les pompiers avaient des masques à gaz et qu'ils ont transformés en masques FFP2 à l'aide de petites cartouches que nous produisions au Fab Lab. Idem, nous avons produit des écouvillons, donc ces petits dispositifs qui permettaient de faire les tests et dont on manquait cruellement aussi à ce moment-là. Donc voilà un aperçu de ce qui a été fait dans ce cadre au Fab Lab. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu un formidable élan de solidarité dans ce cadre-là, puisque je dis que plus de 200 bénévoles se sont relayés par équipe de 10. Alors les plus jeunes, on les mettait au Fab Lab, et les plus âgés, ils ont assuré la livraison sur Bruxelles et aussi dans tout le pays pour assurer le plus possible cette distribution. On a même un industriel qui a redéveloppé un Fab Lab chez lui de manière à nous aider. Quelques notions qui sont très importantes ici, c'est la notion de multidisciplinarité. Je pense qu'on ne serait pas arrivé à ça si des techniciens n'avaient pas travaillé vraiment la main dans la main avec des médecins. Le principe d'intelligence collective, parce que nous avons fait une conception qui était quasiment partagée internationalement et une production très locale au niveau du Fab Lab. Le fait que nous ayons ce Fab Lab qui permet de passer très vite de l'idée au produit, et la notion aussi de solidarité, parce que finalement les solutions sont venues de la base, et on a vu encore l'éditorial du soir ce matin que ce n'est pas le seul domaine. Les solutions sont venues de la base, elles ne sont pas venues top-down, elles n'ont pas été réellement organisées, mais les gens se sont débrouillés pour fournir ce qui manquait cruellement, notamment ici. Plutôt. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe maintenant. Merci beaucoup et encore bravo pour l'initiative. Je vais passer la parole à Paul maintenant, qui a peut-être des commentaires à faire et à nous donner l'éclairage de sa discipline. C'était disons, comment dire, un récit tout à fait passionnant, Alain, ce que tu as proposé, tout ce que tu as raconté, et justement où tu as terminé. À la fin, c'est exactement, je crois que c'était le bon moment peut-être pour moi de rebondir dessus sur ce point, ce que tu venais de dire. Bon, il n'y avait pas une stratégie top-down qui avait été organisée, dictée, mais en fait, les gens se sont débrouillés. Hein. Et donc, je crois ce qu'on trouve, donc, en certain sens, cette crise nous offre une énorme opportunité pour peut-être pouvoir appliquer, développer, disons, une approche de la gestion de l'innovation et peut-être plus généralement de la stratégie, dont on savait qu'il faudrait en faire beaucoup plus de cette manière, mais qu'on a pris beaucoup de temps, trop de temps pour, disons, pour la mettre en œuvre. Et tout d'un coup, on voit, et là je parle donc sur la base, donc je suis en train de faire un tour justement avec des CEO, avec des exécutifs de une série d'entreprises justement pour en discuter plus généralement comment la crise a affecté leur façon de gérer le business, mais aussi comment dire, de traiter la stratégie et de gérer la stratégie dans l'entreprise. Ben justement, donc, je crois que
pour beaucoup d'entreprises, c'est le moment de la vérité et aussi une énorme opportunité. Et justement, donc, et c'est pour ça que, en fait, Pierre-Guillaume, tu as bien fait de demander à Alain d'ouvrir le débat, contrairement à ce qu'on avait prévu avec Sandra, donc pas de problème. Mais justement, parce que je préfère rebondir sur, disons, un exemple concret, pour puis de dire, oui, c'est ce que je vois, ce que j'observe. En plus, c'est un peu music to my ears, dans ce sens, justement, que pendant des années, même quelques décennies, en fait, je crois que, disons, mon parcours, mon journey dans la stratégie m'a fait conclure que on parle souvent des échecs de stratégie et des échecs de stratégie d'innovation. Et je crois que dans pour une bonne partie, c'est le résultat de la façon dont on l'aborde, et donc du concept qu'on en a, surtout le top-down, ce que j'appelle le command and control, qui, je crois, de plus en plus montre que ça ne marche pas, et que il inclut en fait une distinction, moi je trouve artificielle, entre ce qu'on appelle dans la stratégie la formulation et l'implémentation, the formulation and implementation. Déjà, quand on réfléchit, quand on démarre, quand on traite le problème dans ces termes, you set yourself up for failure. Parce qu'en fait, ce qu'on voit maintenant, et de nouveau, son exemple est passionnant, mais c'est un bon exemple, je crois qu'il y en a plus, c'est justement ce qu'on a vu, c'est que tout d'un coup, dans pas mal d'entreprises, d'organisations, aussi dans le secteur médical d'ailleurs, dans les hôpitaux, on découvre que si on laisse faire les gens sur le terrain, ce sont eux et elles surtout qui sont peut-être le mieux placés pour résoudre les problèmes qui se posent. Et qu'il ne faut pas toujours un grand concept ou une grande stratégie pour se faire. Parce que ces gens-là, ils sont sur le terrain, ils connaissent les besoins des clients, des patients, de ce qui arrive. Et donc, pour moi, l'innovation, c'est la création de valeur. La création de valeur se fait sur le terrain dans les services, les produits qu'on fait. Et donc, et ce n'est pas nécessairement les résultats, ou pas seulement, certainement pas, de grands concepts, disons, au sein, enfin, surtout dans la, disons, dans les cabinets de consultance ou dans les grands, ou même pas dans le département de R&D, de recherche et développement. D'ailleurs, just for the sake of the argument, Pierre Guillaume, j'ai bien apprécié ta référence à NBER et l'article qui vient de paraître, mais je voudrais quand même faire attention, enfin je voulais dire de tirer l'attention sur le fait que, en fait c'est un sujet en soi, c'est que trop souvent on assimile l'innovation avec le budget recherche et développement ou le département recherche et développement. Et en plus même, ou bien plus spécifiquement, avec, disons, le dépôt de brevets ou de counting de patents. Or, on sait que la plupart des innovations qui créent de la valeur, la plupart ne sont pas directement liées à des privés. Pour une bonne partie, enfin, c'est important, mais ce n'est pas tout. Et il y a une tendance, mais ça c'est une réflexion académique, de recherche académique, il y a une tendance, surtout parmi les économistes, dont j'étais un, ou peut-être toujours, une tendance de se concentrer dans la recherche trop sur ce qu'on peut compter et sur lesquels on a des statistiques. Et bon, mon hypothèse, qu'il y a trop d'intérêt dans les brevets et les patents, justement parce qu'il y a des bases de données. Enfin, ça c'est une remarque, disons, dans la marge. Mais pour revenir sur le fond de l'affaire, c'est que donc, ce qu'on voit, c'est que dans pas mal d'organisations et d'entreprises, à moins pour ceux qui sont ouverts à y réfléchir là-dessus, ils se posent la question maintenant, où il y a une opportunité énorme pour, comment dire, pour découvrir, pour apprendre, pour peut-être même systématiser ce qu'on a appris, surtout dans les moments de crise. Enfin, ça continue pour certaines entreprises. Et ça veut dire l'attention le rôle de ce qu'on appelle le front line, the front line, the people in the field, the shop floor, comme l'exemple qu'on a eu. Ça veut dire aussi tout d'un coup, dans certains contextes,
de silos. Les silos traditionnels d'organisation ont disparu, parce que tout d'un coup, les gens se mettent ensemble pour trouver la meilleure solution et toutes les disputes du passé sont orientées vers la poubelle, on n'en parle plus pour l'instant, évidemment. Hein. Et donc, pour moi, le grand défi et l'opportunité, c'est justement de pouvoir apprendre de cette crise la façon d'innover beaucoup plus efficacement et avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de vitesse, parce qu'aussi ton exemple, c'est un exemple tout à fait interpellant sur, c'est pas disons, une augmentation, une accélération de l'innovation de la vitesse marginale, non, c'est une autre ordre de grandeur. Hein. On passe vraiment d'une phase à une autre, et donc il inclut le développement en parallèle, il inclut, disons, l'intensité, les shifts, hein, dont tu as parlé, que tout d'un coup, hein, on arrive à faire plusieurs shifts dans une journée, hein, tandis que dans des temps normaux, on aurait des discussions pendant des semaines et des mois pour peut-être y arriver. Et donc, et en général, de pouvoir, to cross the borders, en général, de juste pouvoir développer l'innovation dans une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée, pluridisciplinaire, hein, transversale, hein, dont on parle beaucoup, mais qui apparemment est toujours très difficile de mettre en œuvre au jour le jour, enfin dans des conditions, disons, de normalité, soi-disant. Et finalement, encore une remarque ou un élément évidemment qui en sort aussi de mes démarches auprès des différentes entreprises, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'avère très important, c'est évidemment le rôle de la culture de collaboration, la culture d'entreprise. Tu as parlé de solidarité. Hein, et de nouveau, tout d'un coup, dans des départements, des processus où il n'y avait pas assez, tout d'un coup, ça se développe. Et les entreprises qui avaient déjà investi dans cette culture, évidemment, sont beaucoup mieux munies, hein, pour faire face à la crise et justement pour répondre aux besoins du marché, du client, et donc pour innover à une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, hein, qu'auparavant. Donc voilà, ce sont juste quelques éléments, disons certainement à très haut niveau, enfin en termes de conceptuel, de généralité, qui pourrait déjà... Peut-être encore une chose, quand on parle, et évidemment ce qui m'intéresse dans la stratégie aussi, c'est alors quel est le rôle des senior executives, des dirigeants et du CEO dans tout cela? Je crois que ça c'est le grand défi, c'est le rôle du manager, le rôle de l'exécutif, évidemment doit changer beaucoup plus, de se mêler dans le contenu de l'affaire, plutôt vers gérer le processus, fournir les ressources, hein, et juste indiquer le sense of direction, donc la mission, le purpose, mais pas se mêler dans les détails au jour le jour. Évidemment, il y a aussi un élément, mais on n'a pas le temps maintenant d'y entrer, mais aussi évidemment, ça a une répercussion importante sur comment on gère le budget, hein, et l'impact sur le budget et comment on utilise le budget pour gérer l'entreprise. Parce que là aussi, je crois qu'il y a tout un débat, en fait, toute une opportunité, un débat qui se présente. Voilà. Je crois que je vais... c'est plus que les 5 minutes que j'avais accepté de faire comme introduction, mais je suppose qu'il y aura déjà assez d'éléments peut-être pour la discussion et peut-être pour des questions des autres participants. Il y a clairement de la matière. Merci à tous les deux. Je remercie également le Fab Lab pour son initiative, parce que ça a été l'occasion pour ceux d'entre nous qui disposaient ou qui ne savaient pas quoi faire de leurs anciens transparents, d'en faire quelque chose d'utile et d'avoir l'impression de servir à quelque chose. À un moment, on était tous démunis. Alors, est-ce que dans le public, on a des remarques, des commentaires sur ce qui s'est passé, soit pendant
le confinement, soit depuis le début du confinement, soit auparavant, soit de façon plus générale, sur l'effet des crises sur la créativité. Est-ce que quelqu'un ose se jeter à l'eau pour poser une question, ou est-ce que je pose la première question moi-même? Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je suis assez bavard comme ça. Moi, j'ai une question. Ben, je t'en prie, Sandra. Oui. Ce que j'ai bien compris chez Alain et aussi par le témoignage de Paul, c'est quand même lié aux gens, aux human resources. De premièrement donner le pouvoir, mais aussi la possibilité de devenir créatif. J'ai beaucoup aimé ce que Paul a aussi dit. Tout d'un coup, dans une crise, on remet un peu les cartes sur la table et we have to start from scratch. Et it's a very stressful situation. And everybody has to work together. Ça, c'est un peu ce que Alain aussi a dit, que tout d'un coup, il y a tout le monde qui a supporté. Moi, je me demande toujours pourquoi que dans une crise. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, même pas dans une crise, de motiver, de créer une culture pour une entreprise, pour exactement avoir cette créativité, cette motivation et aussi ce impact pour finir des employeurs, des employés. Excusez-moi. Alors, qui est-ce qui veut se lancer? Alain ou Paul? Vas-y, Alain. Oui, je vais dire deux, trois mots sur cette question. Mais comme l'a dit Paul, je pense que certaines entreprises sont mieux armées que d'autres pour réagir en temps de crise parce que la collaboration, elle était préexistante. Donc, si on a pu, au niveau du Fab Lab, réagir aussi rapidement, qu'on était habitué déjà à travailler en collaboration sur des conceptions de nouveaux produits. Et donc, il y a eu un manque de produits, mais on a fait comme d'habitude. Donc, ce qui n'a pas été d'habitude, c'est toute la phase de production, parce que ça, d'habitude, on ne fait que de la conception et du prototypage. Et donc, ce qui a été inhabituel, c'est effectivement toute la production. Et là, il a fallu avoir des bénévoles. Et là, en temps de crise, c'est difficile de trouver des bénévoles parce que des tas de gens n'avaient rien à faire. Donc, difficile de les trouver. Donc, mais et on a eu des collaborations avec des entreprises privées qui aussi ont très vite réagi. Ils avaient d'autres types de produits d'habitude, mais là, ils ont très vite réagi en produisant les nôtres parce que ils avaient l'habitude de faire différents types de produits. Donc, Sandra, bon, ta question, c'est the $10,000 question, hein, c'est toujours la même question. C'est, en fait, je crois que c'est le sujet même enfin, peut-être le domaine de la gestion, mais surtout ce qu'on appelle organizational behavior, hein, le comportement humain. Enfin, je suis toujours fasciné par la terminologie qu'on utilise, comme il y avait un autre comportement que humain. Qu'on devrait, enfin, mais ce que je veux dire, c'est que justement, je crois que c'est the key issue. Qu'est-ce qui fait, pour moi, c'est toujours ce qui me fascine, qu'est-ce qui fait que du moment on entre dans une entreprise, dans une organisation, du moment on met, je dis toujours, when more than two people get involved, the common sense starts getting lost. Hein? Et surtout, en termes d'organisation, donc d'entreprise ou d'autres organisations, qu'est-ce qui fait que quand les gens rentrent dans le monde des organisations, ils oublient les évidences, ils détruisent leur intuition, leur créativité, ils réagissent d'une façon ils se comportent d'une façon qu'ils ne se comporteraient jamais chez eux à la maison ou dans leur famille. Et donc, donc, j'ai pas la réponse, que je crois que Sandra, si on avait cette réponse, c'est exactement le grand thème, je crois, de la gestion de l'innovation, surtout au sein des grosses entreprises. Il y a évidemment quelques hypothèses, quelques éléments de réponse. Pour moi, enfin, dans les termes de
ma conception très intuitive de la stratégie ou de base de stratégie, c'est que ce qui se passe, mais enfin, même pas, j'ai pas inventé ce dilemme, mais ce qui se passe, c'est que du moment où on a du succès avec quelque chose qui marche, on se concentre sur l'optimisation de ce qu'on a, hein, et de la multiplication de ce qu'on a. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'exploitation, hein, l'exploitation, au lieu de continuer à investir dans l'exploration. Donc, disons, évidemment, la grande tension entre exploration et exploitation, évidemment, c'est un thème qui est très connu dans notre domaine de la gestion et surtout aussi de la stratégie. Dans mes termes d'approcher les choses, moi, je l'appelle la tension entre la captation de valeur et la création de valeur. Et donc, et quand les deux sont plus en équilibre, évidemment, les entreprises se plantent. Et c'est pour cette raison que toujours, every success has the seed of its failure, hein, parce qu'on se concentre, optimise. Et tout le reste, évidemment, et tout le comportement autour. Mais donc, mais Sandra, donc, juste pour dire, je crois que quand même, ça reste comme une opportunité afin d'étudier cette question dans le contexte actuel, hein. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont capables, qui ont réussi de fondamentalement altérer, hein, changer leur approche de l'innovation, and to hold on to what they have learned, hein. Et là, je voulais quand même faire une remarque à ce sujet aussi, c'est que oui, on voit beaucoup de bons exemples, hein, donc d'innovation sur le terrain, donc dans la crise, mais le grand défi pour la gestion, c'est de voir how can we hold on to what we learned? Quel est l'apprentissage? What did we learn out of this? Et qu'est-ce qu'on peut et comment on peut continuer avec la même vitesse, la même pluridisciplinarité, la même vision globale et de solidarité. Et je crois que c'est là où il y a le vrai défi et la vraie opportunité pour pas mal d'entreprises. Et je sais aussi de mes échanges avec des CEO des CEO qui voient très bien que ça, c'est le grand défi et la grande opportunité si on y arrive. Merci. Et donc, Sandra, je n'ai pas la réponse, hein. Merci quand même. Les questions sont plus importantes que la réponse parfois. Alors, à ce propos, est-ce que quelqu'un, j'allais dire dans la salle, quelqu'un sur le réseau souhaiterait poser une question supplémentaire? Vous pouvez vous manifester en appuyant sur la petite main, en cliquant sur la petite main. Moi, une chose qui m'a frappé dans ce qu'on a observé, c'est, comme vous le disiez, comme vous le racontiez l'un et l'autre, le fait que des comportements ont changé. Et je me demande ce qui, en période de crise, si on peut généraliser un petit peu, ou si on veut rester focalisé sur la crise du Covid, qu'est-ce qui fait que les comportements ont changé? Est-ce que c'est le sentiment d'un péril commun qui fait que on resserre les rangs? Est-ce que c'est le sentiment de l'urgence? On se dit voilà, le temps devient plus précieux que d'habitude. Là, si on attend la semaine prochaine, il va se passer des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir arriver. Qu'est-ce que vous avez en tête l'un et l'autre parmi ces explications? Une autre, hein, qui explique pourquoi des gens sont en quelque sorte sortis de leur routine. C'est un peu ça, finalement, si je peux simplifier. Est-ce que I would say, si je peux, all of the above, hein, Pierre-Guillaume, tout à fait, all of the above. Mais si je peux ajouter peut-être un aspect, évidemment, je ne peux pas rater cette opportunité pour mettre sur la table aussi l'importance de la gestion de l'erreur. Hein. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Paul est spécialisé là-dessus, okay, là-dedans. Mais donc, non, mais sérieusement, je crois qu'il y a un élément de contexte qui crée donc un contexte dans lequel on se sent beaucoup plus à l'aise d'expérimenter, de faire les choses comme on veut, sachant que si on rate, si on fait des erreurs, on ne sera pas pénalisé. Parce qu'on est en période de crise et on est tous sur le même trajet. We don't know if it's going to work, let's try, we do it, and then, évidemment, ce qu'on sait déjà depuis très longtemps sur l'importance de l'apprentissage et the speed of learning, mais en pratique, ça se fait trop peu
dans la plupart des cultures d'entreprises qu'on connaît. Donc ça, c'est peut-être, enfin, c'est une hypothèse, c'est un élément. Je ne sais pas, Alain, si ça te dit quelque Oui, tout à fait. Il y a un élément complémentaire, c'est les gens, si on a eu autant de bénévoles et ça s'est vraiment concentré très vite, le fait de faire quelque chose qui a du sens. Donc les gens ont l'impression de donner du sens à leur existence parce qu'ils faisaient des choses qui étaient utiles aux autres. Et donc ça, c'est aussi un élément Absolument. extrêmement positif qui a multiplié les bénévoles très vite. Ouais. Ça, je peux confirmer que ça semblait avoir beaucoup de sens. Alors, est-ce qu'on peut peut-être refaire un tour de table ou un tour de réseau pour savoir si parmi les participants ce soir, l'une ou l'autre a fait l'expérience de ce besoin d'innover? Est-ce que vous avez été confronté à des innovations? Là, on parle d'innovations qui ont manifestement fonctionné, hein. C'est l'histoire d'un succès, hein, le Fab Lab pendant la crise Covid, mais on peut aussi imaginer que des innovations n'aient pas été couronnées du même succès, hein. Alors, est-ce que vous avez des expériences à partager les uns et les autres, les unes et les autres? Si je peux tendre une perche, il y a un domaine dans lequel on a tous les trois, et probablement parmi tous celles et ceux qui sont là ce soir, fait des expériences en termes d'enseignement en ligne. Hein, l'ULB, par exemple, s'est retrouvé à organiser 3000 examens en 2 mois en ligne, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors là encore, c'est plutôt l'histoire d'un succès, puisqu'ils ont, dans leur immense majorité, fonctionné. Je crois qu'il n'y a eu qu'un examen qui a connu un problème technique à l'ULB, sur les 3000 qui étaient organisés. Est-ce que vous avez des commentaires, des expériences à partager sur votre vie dans cette crise? Vous pouvez utiliser la petite main. On dirait que les choses se sont mieux passées que prévu pour nos participantes et nos participants. Je suis assez sensible à ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est le sentiment que, de toute façon, vu qu'on est dans le pétrin, pour parler de façon plus familière, il fallait se lancer et tenter quelque chose, quoi. Et alors là, je peux peut-être partager mon expérience en tant que prof. J'ai l'impression que les étudiants ont fait preuve, en tout cas dans un premier temps, de pas mal de compréhension lorsqu'on se retrouvait tous en ligne et qu'on devait découvrir comment faire un cours. Alors d'abord avec les moyens du bord, parce que pendant une semaine, on n'avait pas de moyens de faire cours en ligne, hein. J'ai improvisé mon premier cours la première semaine sur Skype, tout simplement, avant de pouvoir bénéficier de Teams. J'ai trouvé, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, qu'il y avait beaucoup de bonne volonté en fait de la part des étudiants, et pour peu que là je peux parler pour moi, que de mon côté je fasse preuve de bonne volonté aussi, c'était gratifiant pour tout le monde, et j'en étais remercié. Est-ce que ça provoque des réactions, cette espèce de partage d'expérience de professeurs confinés? Oh, j'ai eu le même sentiment, et comme je dis, je crois que, enfin, pour des cours réguliers, je dis toujours, j'ai jamais eu autant de thank yous d'étudiants, que je dis pourquoi, pourquoi dans un cours normal, enfin de présentiel, on n'a jamais eu. Et là, mais peut-être aussi parce que la technologie le permet beaucoup plus facilement, peut-être d'une façon assez informelle. Mais je crois que surtout que, oui, les étudiants, et peut-être en général, je ne sais pas, les clients, les patients, je ne sais pas, dans d'autres contextes, sont plus ou ont été plus forgiving, hein, beaucoup plus tolérants, sachant qu'on fait des efforts pour faire des choses qu'on n'a jamais fait avant, hein, et comme ça, we're in it together, hein, donc c'était un peu ça, hein. Bon, Claire, et donc, Alain aussi, ce qui est important, c'est que les gens voient
qu'ils voient le résultat de ce qu'ils font. Et ça aussi, souvent, ça se perd dans les organisations, dans les entreprises. Ils se concentrent sur leur petit bout du processus qui est super optimalisé, mais dans le processus, enfin, en fin de route, il n'y a personne qui a encore un aperçu général et qui est responsable pour le tout, qui voit les résultats. Évidemment, c'est une question évidente de motivation ou de démotivation. Bon, voilà. Ce qu'on trouve beaucoup moins dans les petites entreprises. Oui, justement. Oui. Oui, alors justement, le Fab Lab, ça fonctionne comment? Par petits ateliers? C'est des individus qui sont des membres qui participent ponctuellement? Comment c'est organisé? Donc, en fait, dans le Fab Lab, il y a ce qu'on appelle un Fab Manager qui est là pour faire en sorte que les machines soient opérationnelles. Mais ensuite, c'est beaucoup d'auto-formation, c'est-à-dire que les gens viennent se former sur les machines et puis peuvent les utiliser quand ils en ont besoin. Donc, c'est surtout ouvert à la communauté universitaire. Donc, c'est essentiellement 4 facultés qui y participent. Donc, la faculté des sciences, la faculté d'architecture, l'école polytechnique et la faculté de droit. Et donc, il y a pas mal de travaux pratiques qui sont organisés là-bas, mais c'est ouvert à toute la communauté universitaire et même au public extérieur un jour par semaine. Ah, waouh! Et parmi tous ces gens qui sont amenés à utiliser le Fab Lab ponctuellement, qui sont ceux qui se sont impliqués dans le projet, notamment des visières ou des blues dont on a parlé? Ils sont essentiellement impliqués dans la phase de conception, parce que ça, c'était vraiment le métier du Fab Lab. Après, la production, ça a dépassé de loin le cadre des gens qui utilisaient d'habitude le Fab Lab, parce qu'il fallait effectivement avoir une main-d'œuvre assez abondante pour arriver à produire plusieurs milliers de visières par jour, quoi. Et vous avez pu observer des régularités, que c'était par exemple plutôt on va dire les fanatiques du Fab Lab qui s'impliquaient, ou au contraire des gens qu'on voyait moins souvent? Est-ce que vous avez pu faire des observations? Parmi les 250 bénévoles qui sont venus, la grosse majorité ne savait même pas ce que c'était qu'un Fab Lab avant la crise. Donc, au départ, ce sont effectivement les gens du Fab Lab, des chercheurs qui avaient utilisé le Fab Lab, etc. Mais très vite, le bouche à oreille a fonctionné et à la fin, il y avait quasiment une totalité de gens qui n'avaient jamais vu le Fab Lab auparavant, mais qui maintenant se sont abonnés au Fab Lab et sont devenus des habitués. Bah oui, parce que j'imagine qu'il y a des effets durables en fait de ce genre d'innovation. C'est que, de ce genre de phénomène, c'est que dans votre cas, par exemple, il y a des gens qui connaissaient pas le Fab Lab qui se sont retrouvés à le connaître. J'imagine, on soupçonne ça à l'université que, puisqu'on a été nombreux à se lancer dans le téléenseignement, on va peut-être continuer d'y avoir recours. Il y a des périodes de crise comme ça, même si elles, espérons, on croise les doigts, elles finissent par s'arrêter, eh bien, elles peuvent avoir des effets durables, un peu de la même façon qu'il a suffi d'un choc pétrolier pour que les producteurs japonais d'automobiles intègrent le marché américain parce qu'ils avaient des plus petites cylindrées et qu'une fois qu'ils y étaient, ils y sont restés, quoi. Tout à fait. Paul, je ne sais. Ah, Sandra. J'ai encore une petite question parce que je veux quand même revenir à cette discussion qu'on avait. Why can't the crisis be normal for and the impact of companies? Si, par exemple, Alain, vous mettez maintenant une liste de 3 choses que vous sortirez de la crise, style un peu de magic formula to become more efficient, to motivate more people, to create more impact. Ce serait quoi?
Si vous direz maintenant, hors de crise, qu'est-ce que vous maintenez? Qu'est-ce que vous gardez comme stratégie? Donc, mais à ce propos, je pense que vraiment avoir des endroits où on peut passer très rapidement d'une idée à un prototype ou de faire des pièces qui réparent des dispositifs qui sont en panne simplement parce qu'il y a une pièce qui est cassée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Et le fait de pouvoir avoir une communauté de gens qui répondent à un problème, à un besoin, et en partageant tout sur Internet, mais après en produisant localement, ça a vraiment ça a vraiment du sens. Donc, on peut avoir un problème, on l'envoie sur le net, peut-être c'est un concepteur indien ou africain ou d'Amérique du Sud qui va avoir l'idée parce qu'il est dans un environnement plus low-tech que nous et donc plus habitué à faire, à se débrouiller et à être moins dépendant que ce que nous sommes dans nos pays industrialisés. Il va trouver la solution au problème et nous allons pouvoir la produire localement. Et donc ça a vraiment du sens, c'est-à-dire que le monde digital nous permet de partager les idées et le monde de la fabrication digitale nous permet de produire localement. Donc ça, je pense que c'est un concept qui a, dans le cas de cette crise, a vraiment très bien fonctionné. Et puis alors, il y a les autres concepts tels que ce que Paul a évoqué, le fait que les gens voient ce qu'ils font, l'effet ils conçoivent, ils produisent et ils fournissent. Donc, ça a vraiment du sens. Ils ne sont pas un petit maillon de la chaîne où ils ne comprennent pas la finalité de ce qu'ils font. Paul, un commentaire ou... Et une chose qui me frappe dans ce que disait Alain à l'instant, c'est que finalement, ce qui s'est fait, si on regarde ponctuellement ce qui s'est fait en 2020 pendant le confinement, hein, c'est que ça s'est fait grâce à un outil qui est tout jeune. Les Fab Labs, les premiers Fab Labs, ils remontent il y a combien de temps? Il y a 10, 15 ans, quelque chose comme ça? Oui, ça vient des États-Unis. C'est des concepts qui sont venus petit à petit, hein, parce que, comme toujours, au départ, il y a des ateliers de fabrication avec des gens qui communiquent entre eux, et puis à un moment donné, ça devient un Fab Lab. Mais les premiers concepts de Fab Lab, oui, c'est effectivement, il y a un peu plus d'une dizaine d'années quand on a vraiment démarré ça, quoi. Mm-hmm. Et c'est passionnant parce qu'on se dit, tiens, c'est une réflexion que je me suis déjà souvent faite. Toutes les politiques, toutes les décisions qui ont été prises pour réagir à l'épidémie, elles ont été possibles parce qu'on était à un certain état de la technique, que, en gros, une proportion très élevée de la population était connectée, ce qui permettait à beaucoup de gens de télétravailler. Les Fab Labs, il fallait qu'ils existent pour pouvoir fonctionner. Le fonctionnement même des Fab Labs, cette façon de travailler de façon participative avec des gens qui sont aux quatre coins du monde, ça fonctionne parce qu'on a Internet. Et il y a Internet qui a 20 ans, on ne l'avait pas, quoi. Donc, je me dis que la façon dont on a été capable de réagir à la pandémie, elle est vraiment spécifique à l'état des techniques en 2020. En 2000, on n'aurait peut-être pas réagi de la même façon. On aurait peut-être été obligé on aurait dû peut-être prendre des choix encore plus difficiles. Hein, se dire, tiens, on confine moins parce que sinon l'économie s'arrête purement. Enfin, la vie de la société s'arrête purement et simplement. Alors que là, elle a pu continuer pour une partie d'entre elles. Il y a des solutions qui n'auraient pas été disponibles. Et en fait, pour généraliser un petit peu ce que je viens de dire, mais en gros, ça veut dire que la façon dont on peut être créatif pendant une crise, c'est spécifique au moment où la crise se produit, parce que c'est ce qui détermine les conditions, les connaissances, les techniques disponibles à ce moment-là.
Est-ce que c'est sensé ce que je dis ou est-ce que ça Oui, semble être enfoncer une porte ouverte? tout à fait. Je pense qu'on n'aurait pas réagi de la même façon il y a 20 ans parce qu'on n'avait simplement pas les techniques adaptées pour le faire. Mais peut-être qu'il y a 20 ans, on avait encore plus de production locale et on avait moins Mhm. délocalisé la production que maintenant. Et donc, il faut faire attention quand on fait ce genre de comparaison parce que une grosse partie de la crise est venue quand même du fait que on n'avait plus de production locale de toute une série de biens de première nécessité. Mhm. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est apparu dans les 10 ou 15 dernières années. Parce qu'il y a 20 ans, on produisait localement tout le matériel indispensable qu'on n'en avait plus maintenant. Mhm. Voilà. Non, tout à fait d'accord. Bah, c'est une bonne façon de faire avancer un débat, après tout, hein. Non, pas trop, mais non, mais oui, non, donc c'est tout l'aspect donc d'organisation, enfin, d'infrastructure et de supply chain. Évidemment, moi je me concentre autant sur l'aspect de soft side, hein, c'est justement euh, le contexte, la culture d'entreprise, la motivation. Et en fait, quand on parle d'innovation qui fait et aussi peut-être une autre façon d'aborder la question de Sandra au début sur l'innovation dans les entreprises, je crois que le plus grand problème pour la plupart des entreprises, à mon avis, ce n'est pas le manque de créativité. Non. La plupart, le problème, c'est que tous les obstacles, c'est la créativité des entreprises à monter des obstacles à la créativité, hein, et à l'innovation. Et donc, moi, je dis toujours, quand on voit comment les grandes boîtes fonctionnent, s'ils avaient juste une fraction de la créativité avec laquelle on tue la créativité, il n'y aurait pas de problème, hein. Et donc, évidemment, c'est une vue un peu extrême, mais c'est quand même un peu ça. Et donc, je crois que quand on parle de gestion de l'innovation et de la motivation, disons, comment encourager l'innovation, je dis, mais il n'y a pas de problème, hein. Laissez les gens faire leur truc. Le plus grand problème, c'est évidemment, il faut créer le contexte, mais surtout, il faut le rôle du gestionnaire, le rôle du CEO, c'est de faire en sorte que les obstacles sont éliminés, hein, et qu'on se concentre sur l'élimination et la avoidance des obstacles et des barrières. Et je crois que c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus concret que cette notion de comment mieux gérer l'innovation, hein, ou surtout la créativité, parce qu'évidemment l'innovation c'est la même chose à la créativité, mais donc je crois que le point de départ c'est d'observer que en soi les gens sont créatifs. Enfin, évidemment, ça nous ramène même sur un débat sur notre système d'éducation. Je dis toujours, enfin, je rigole quand même quand on dit à l'université, ah oui, maintenant c'est le moment d'organiser des cours sur entrepreneurship. Je dis, et la créativité et l'innovation. Je dis, ben, bon, très bien, mais ce serait beaucoup plus simple de faire en sorte qu'on ne tue pas la créativité et l'innovation en école primaire ou même avant, mais surtout en école primaire et dans notre système éducatif, hein, qui nous produit, hein, des étudiants qui ont déjà oublié comment être, ou qui ont toujours appris qu'ils ne peuvent pas se baser sur leur propre créativité, il faut surtout reproduire ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et puis après, ah oui, maintenant il faut organiser des cours sur l'entrepreneurship. Pendant que toute leur carrière d'étudiants et d'éducation, ils ont été amenés à fonctionner dans le système, à respecter les règles, à reproduire ce qu'on avait, ce qu'on savait. Et bon, je provoque un petit peu, hein, mais quand même. Mais, Alain, vous aviez une remarque, je voyais hocher de la tête, c'est que vous deviez Non, être. je suis tout à fait d'accord avec ceci. Enfin, dans ma recherche qui est plutôt orientée vers les medical devices, je constate que toutes les grosses entreprises du medical device
leur capacité d'innovation à l'heure actuelle se résume à racheter des produits qui ont été élaborés dans des startups. Et donc, la créativité, et eux, ils ne maîtrisent plus que finalement l'industrialisation. C'est là-dedans qu'ils ont leurs compétences. Mais au niveau innovation, je pense que toutes les grosses entreprises, depuis 20 ans, elles ont quasiment plus innové dans rien du tout. Elles n'ont fait que racheter des produits qui avaient été, qui eux sont innovants, mais qui viennent de beaucoup plus petites structures, beaucoup plus dynamiques, très en prise avec le terrain et qui parviennent à faire des produits innovants qui sont après rachetés par des grosses entreprises. Comme aussi dans le secteur, dans la pharma, hein, Voilà. c'est pareil. Il inclut le fait qu'une bonne partie de ces boîtes qu'ils achètent sont souvent le résultat ont été montés par des anciens employés des grandes boîtes qui les avaient quittés pour développer leur start-up. Hein. Donc voilà, c'est un modèle, ça marche peut-être, mais ça me paraît quand même pas disons, le modèle idéal, quoi. Hein. Je pense qu'à terme, ils sont condamnés parce qu'il faut qu'ils trouvent un autre modèle pour booster cette innovation en interne. Mais d'un autre côté, quand les gens ont des idées en interne dans ces grosses entreprises, c'est très difficile pour faire aboutir une nouvelle idée. Mais justement, c'est peut-être ça la leçon qu'on peut essayer de tirer de la crise pour la créativité. Alors, manifestement, c'était le point de départ du café. La crise a donné un coup de fouet à la créativité, très bien. J'espère qu'il ne faut pas attendre une prochaine crise pour qu'il y ait de nouveau un déchaînement de créativité. Alors la question, ça devient comment est-ce qu'on peut appliquer des mécanismes qui ont été observés pendant cette période très particulière à des temps plus calmes, on va dire, lorsqu'on y sera revenu, en se disant qu'on est peut-être revenu vers une forme de... On s'est rapproché de la normalité peut-être depuis le début mars ou mi-mars, mais comment est-ce qu'on peut, à terme, dans nos organisations, que ce soit l'université, les entreprises, les laboratoires, maintenir cet aiguillon, cette écoute des idées nouvelles? Est-ce que vous avez des idées? La solution, je ne l'ai pas, mais je pense que, comme disait Paul tout à l'heure, c'est vraiment de revisiter un peu le management de ces grosses entreprises pour que le manager soit effectivement quelqu'un qui donne le cap, mais laisse beaucoup plus le terrain, les gens qui sont en prise avec le terrain, venir avec des nouvelles idées et les soutenir, ces idées, au niveau des budgets, etc. Donc, il faut, je pense, pour booster l'innovation, il faut vraiment prendre ce pli-là. Mais je constate que dans les grosses entreprises, c'est très difficile à prendre ça parce qu'ils ont pris des habitudes qui étaient effectivement de prendre des produits existants, de faire de toutes petites modifications sur ces produits, d'optimiser l'industrialisation, etc. Mais ce qu'il faut, c'est parvenir à soutenir depuis le tout début, et ça demande vraiment un changement de paradigme assez important. Le pire peut-être qui puisse se passer, c'est ce que, disons, le mode dans lequel pas mal d'entreprises sont toujours un peu captées, c'est justement de s'attendre ou d'attendre à ce qu'on retourne au normal, hein? Business as usual. Mais on ne va pas retourner. There is no going back to business as normal. Enfin, je crois. Et donc, de upside, l'avantage de tout ça, c'est justement la raison aussi pour laquelle j'invite évidemment la réflexion à l'innovation et dans la crise, de dire c'est pas juste que la crise, non, comment on compte, comment on capte, comment on continue. Pourquoi? Parce que je crois qu'on va rester dans un monde qui est très incertain, hein. Et pour moi, c'est pas un gros, enfin c'est un autre sujet peut-être pour un autre management café. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes qu'auparavant? Mon hypothèse à ce sujet, c'est plutôt de dire non,
je ne crois pas qu'il y a plus d'incertitude maintenant qu'auparavant, que dans d'autres décennies et siècles, mais c'est juste que dans les 10 ou 20 dernières années, on s'est habitué aussi, c'est pas par la société, par les médias, je ne sais pas, peut-être par chance, hein, habitué à l'idée de stabilité ou de certitude. Et donc, je crois que c'est pas que objectivement, le futur est moins prévisible ou est plus imprévisible qu'auparavant, non, mais on vivait dans un monde où on croyait pouvoir prévoir le futur, hein, et avoir des attentes, disons, fiables pour le futur. Et donc, pour moi, parce que ça reste quand même un sujet très important pour la stratégie, mais moi je dis toujours, la stratégie, don't waste your time trying to predict the unpredictable, hein. C'est pas là où il y a la contribution de la stratégie, c'est plutôt de savoir comment nous, on va nous organiser pour faire mieux, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, hein, et pas de se perdre dans les prédictions sur le monde externe et les indicateurs macroéconomiques. Attention, parce que là, on parle à un macroéconomiste. Les indicateurs macro et tous ces éléments qui sont importants, mais pas aussi importants de ce qui se passe au sein de l'entreprise, hein, et au sein des organisations mêmes. Donc, mais ça reste évidemment un sujet, c'est un autre sujet, hein. Enfin, c'est lié quand même. Mais surtout, c'est la question de, donc, si on est dans une crise maintenant, est-ce qu'on va sortir de la crise? Ben, peut-être pas trop vite, je crois, et j'espère pas trop vite pour dans cette optique, parce que c'est une opportunité vraiment de vraiment faire ce changement et de déserter, de laisser, d'abandonner cette idée d'une stratégie, c'est un plan concret, fixe qu'on va suivre et qui arrive à prédire le futur. Il me semble que les militaires disent toujours qu'un plan de bataille ne résiste pas le premier engagement avec l'ennemi. Voilà. Plus généralement, Ouais. je me demande si ce que Paul est en train de suggérer, c'est pas en fait une application d'un vieux principe qui remonte aux années 50, à l'âge d'or de l'économie du développement, quand il y avait un économiste qui s'appelait Albert Hirschman, qui avait proposé la théorie de la croissance déséquilibrée, pour sortir un pays on va dire sous-développement ou du manque de développement pour faire vite. Et son idée, c'était que le rôle de l'État, s'il y en avait un à jouer, c'était pas d'essayer d'organiser la production, c'était pas de lancer de façon concertée des grands plans d'investissement, mais en gros, créer un peu du chaos à droite à gauche, créer ce qu'il appelait des déséquilibres, en espérant que la créativité des gens dans l'économie finirait par trouver des solutions pour résorber ces déséquilibres, et puis qu'une fois que ces déséquilibres seraient résorbés, il faudrait en faire un peu ailleurs dans l'économie. C'était l'idée d'Albert Hirschman. Ça lui a permis de devenir célèbre, entre autres, hein. Enfin, il a eu beaucoup d'idées, et d'autant plus facilement qu'il n'était pas économiste, mais ingénieur au départ, je crois. Donc ça nous ramène à la faculté de sciences appliquées, là, pour le coup. Voilà. Ah bah écoutez, c'est une grosse montée en généralité. Je ne pensais pas qu'on allait parler d'Albert Hirschman ou d'économie du développement de ce management café. Je vais faire un dernier tour de table pour voir si quelqu'un souhaite quand même poser une question, ou la question qui le démange ou la démange et qu'il ou elle n'osait pas poser. C'est votre dernière chance, parce qu'on se rapproche de la fin du café. Alors, je vais compter jusqu'à 3. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au terme de ce management café. Donc, c'est un management café qui reste un management café de crise, hein, puisque on l'a fait à distance. Comme je l'ai dit en introduction, notre espoir, c'est de pouvoir bientôt retrouver tout le monde autour d'un verre et si possible au même endroit et pas chacun chez soi. Ça
c'est l'évolution de l'épidémie qui nous permettra de choisir tel ou tel scénario. En attendant, il y a une chose à laquelle on peut s'engager, c'est qu'on va, nous, de notre côté, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lancer bientôt un autre Management Café. Donc, le prochain aura lieu vraisemblablement d'ici la fin de l'année. On est en train de réfléchir au thème, donc je ne peux pas encore vous l'annoncer, mais il fonctionnera sur le même principe, un praticien, une praticienne, une chercheuse, un chercheur, une animatrice, un animateur, et surtout, on l'espère, beaucoup de participants qui poseront des questions et qui nous stimuleront. En attendant, je vous remercie, et je remercie évidemment Alain Delchambre et Paul Verdun. Je vous remercie toutes et tous de vous être joints à nous pour ce Management Café en ligne. Et je remercie par avance celles et ceux qui visionneront le Management Café en vidéo une fois qu'il sera partagé sur le site du Centre Émile Bernheim, qui désormais s'appelle le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Ok, très bien. Merci. Bonsoir. Merci. Okay. Bonsoir, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.